Si vous souhaitez en savoir plus sur l'origine des bombes atomiques, vous pouvez lire mon livre « L'atome comme arme ». Il va vous raconter toute cette histoire et il est disponible dans la boutique Waclap ainsi que sur Amazon via le lien dans la description et le code QR à l'écran. Pour obtenir cet exemplaire dédicacé, envoyez un email à saladeguerra@gmail avec votre code postal pour calculer les frais de port. Donald Trump a déclaré qu'il était encore indécis quant à l'attaque de cible de l'armée iranienne. Regardez, bien sûr que cela semble un peu confus, étant donné que l'Iran est attaqué depuis le 28 février, mais il y a une raison derrière cette déclaration de sa part, qui a eu des répercussions dans divers médias. L'Artech est l'armée de l'Iran, l'armée officielle de la République islamique d'Iran, qui est compétente, qui doit partager le statut avec les gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui sont une sorte de seconde armée ou les deuxièmes forces armées de l'Iran. Alors, pourquoi l'Artech est-il épargné tandis que les gardiens de la révolution sont littéralement éliminés de la carte? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'issue de cette guerre? Pourquoi la Maison-Blanche épargnerait-elle l'armée et qu'est-ce que cela indique? Quant au plan de Donald Trump pour mettre fin à ce conflit, nous allons le découvrir. L'Iran a une histoire militaire extrêmement longue. Cela remonte à avant Jésus-Christ, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais si l'on revient à la dynastie Pahlavi, qui a duré jusqu'en 1979, l'armée de l'Iran s'appelait l'armée impériale d'Iran. Et c'était une force qui était constamment mise à jour, modernisée, selon la situation du moment. Il y a eu des cycles de modernisation des forces armées impériales iraniennes depuis les années 30, d'accord? Mais en réalité, le choc qui a permis une véritable révolution interne au sein des forces armées iraniennes s'est produit en 1973. Particulièrement au dernier trimestre de cette année-là, avec la crise internationale du pétrole de 1973, cette crise-là a été déclenchée par l'OPEP, n'est-ce pas, par les pays exportateurs de pétrole, comme une sorte de représailles contre Israël et ses alliés potentiels pendant la guerre du Yom Kippour. Vous vous souvenez de la guerre du Yom Kippour, n'est-ce pas, qui a mené Israël à la guerre contre l'Égypte et la Syrie en 1973 ? Très bien, le prix du pétrole a grimpé en flèche à cette époque. Et même si le thé d'Iran et l'Iran n'avaient ni rien à voir avec ça, n'est-ce pas, ils étaient là, complètement spectateurs, assis dans les gradins, regardant tout se dérouler. Depuis toujours, il ne s'est jamais impliqué directement dans les combats contre Israël. Le thé d'Iran a été le plus grand bénéficiaire de tout cela, mec, parce qu'il n'était pas un ennemi déclaré d'Israël, n'est-ce pas ? Et c'est un immense producteur de pétrole, et il a rempli les poches du thé d'Iran, littéralement. Il ne savait même pas où mettre tout cet argent à cette époque, d'accord ? Il ne savait pas quoi faire avec tout l'argent qu'il a gagné grâce à cette hausse soudaine du prix du pétrole, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que le thé ? Qu'a fait le thé ? Il a profité des bonnes, excellentes relations qu'il avait avec les États-Unis. Tu vois, avec Richard Nixon à l'époque, donc, et Nixon qui voulait rétablir des relations avec les grandes puissances du monde après... Tu sais, la crise, la fin de la guerre du Vietnam, il en a profité et a soutenu le Shah, Reza Pahlavi. Et il lui a donné en quelque sorte carte blanche pour acheter ce qu'il voulait du système, tu vois, de tout l'écosystème industriel de défense américain. Alors, le Shah ne s'est pas fait prier. Et il a tout acheté, mec, il a acheté tout ce qu'il pouvait, il a acheté. Regarde, rien qu'en avion. Il a acheté des F-4 Phantom, il a acheté des F-5 Freedom Fighter, par centaines chacun, et il a même acheté un lot de 80 F-14 Tomcat. La seule nation étrangère à avoir obtenu l'autorisation d'exporter le F-14 dans l'histoire a été l'Iran, n'est-ce pas, l'Empire d'Iran. En matière de blindés, il a acheté des centaines de M60, des chars M60, n'est-ce pas, les premiers MBT vraiment des États-Unis. Il a modernisé son artillerie avec des centaines de M109, M109 qui sont les précurseurs des Paladins, n'est-ce pas, que seulement maintenant, récemment, l'armée brésilienne a commencé à posséder, n'est-ce pas, le M109.
En matière d'hélicoptères, le gars a acheté des C-Cobra, a acheté des Chinook, a acheté plusieurs autres modèles et aussi plusieurs destroyers provenant des inventaires de la marine des États-Unis. Mais tu penses que que Shah n'achetait des choses qu'aux États-Unis? Non, il a aussi acheté, mec. Des milliers de blindés avec qui? Avec l'Union soviétique, Shah n'en avait pas. Il n'avait de préférence pour personne. Il a acheté des blindés à l'Union soviétique, tu sais, les BMP. Il en a acheté énormément aux soviétiques. En échange, tu vois, il leur vendait du pétrole pas cher. Il leur vendait de l'essence pas chère, directement en échange de ces blindés. Mais il a aussi acheté beaucoup de choses. À l'Allemagne de l'Ouest, des sous-marins aux Allemands de l'Ouest, il a acheté des frégates aux Italiens, il a acheté 2000 chars Chieftain aux Anglais. Ceux-là n'ont pas été livrés à cause de la Révolution, en 79 tu vois, mais 2000 chars Chieftain d'un seul coup. En plus de ces chars Chieftain qui ne sont jamais arrivés, de nombreux autres armements ont également été achetés par le Shah en 1979. Et ils n'ont finalement jamais été livrés, tu vois, ils ne sont jamais arrivés. Parce que les contrats devaient expirer à partir de 1980 et la Révolution a tout interrompu. Mais le Shah a acheté en 77. Il a acheté des F-16, encore plus de F-14, je crois. Une centaine, quelques F-14, imagine ça, et même des F-18, mec. Le Shah a réussi à acheter des F-18 à la fin des années 70. Donc tout ça, c'était pour transformer l'Iran en la plus grande puissance militaire du Moyen-Orient. De loin, vraiment de loin, d'accord ? Sauf que là, il s'est passé ce qui s'est passé, le climat pré-révolutionnaire. Déjà en 77, les choses ont commencé à chauffer. En 78, alors là, ça a vraiment explosé. En Iran, tu sais, les protestations ont été nombreuses, n'est-ce pas, venant du groupe le plus proche des clercs islamiques du pays. Cela a fait que plusieurs groupes populaires se sont joints à ces clercs islamiques qui promettaient, disons, une nouvelle phase, plus ouverte, moins répressive que le régime du Shah. Parce que vous vous souvenez que le Shah avait un système, il avait une police secrète, n'est-ce pas, qui s'appelait la SAVAK, qui était extrêmement brutale. La SAVAK, elle, ne ménageait vraiment pas ses efforts avec les dissidents. Non, donc la SAVAK a peut-être été le principal facteur, n'est-ce pas, qui a uni différentes couches contre le régime du Shah, mais le Shah, mec, au lieu de réagir comme les autres dirigeants arabes autour de lui, là ils ont toujours réagi. C'est-à-dire en réagissant avec de vraies armes contre les manifestants. Le Shah a interdit à l'armée et à la police d'ouvrir le feu sur les manifestants, et beaucoup de généraux. Beaucoup des chefs de la police voulaient non justement disperser les manifestations par la force. N'est-ce pas? Et le Shah l'a formellement interdit, imaginez, le Shah a interdit cela. Qu'est-ce que cela a entraîné pour l'armée? Cela a-t-il entraîné la démoralisation de l'armée? Pourquoi? Parce que les généraux ne recevaient pas d'ordre du haut commandement, n'est-ce pas, du Shah, directement du Shah. Ils ne recevaient pas l'ordre d'ouvrir le feu, de réprimer les manifestations, et lorsque les soldats, individuellement, se sentaient de menacer là-bas, ils ouvraient le feu contre les manifestants. Le Shah, personnellement, réprimait les gars, punissait les gars. Cela a provoqué en décembre 78 la démoralisation de l'armée. Alors il y a eu des désertions, il y a eu des mutineries, et cela a donc conduit à la chute du régime impérial iranien. Janvier 79. N'est-ce pas la fuite du Shah d'Iran vers l'Égypte et l'arrivée de l'ayatollah Khomeini à Téhéran, n'est-ce pas, concluant ainsi la révolution iranienne de 1979. Tu sais ce qui s'est passé juste après la révolution iranienne de 79 avec l'armée? Il s'est passé, écoute, je vais te donner ce chiffre, ne sois pas choqué, d'accord, mais c'est vrai. Il y a eu une désertion d'environ 60%, des effectifs 60% de la force a déserté. De l'armée impériale, 60% de l'armée a disparu, du jour au lendemain avec la chute du thé. Pour que vous voyez que, en fait, l'attrait du nouveau gouvernement islamique au sein des forces armées n'était en aucun cas consolidé. Il n'était en aucun cas vraiment large. Non, parce que ceux qui n'ont pas déserté, les 40% qui n'ont pas déserté, ont subi une persécution et une purge extrêmement sanglante, mec.
De nombreux officiers, des milliers d'officiers, ont été arrêtés, poursuivis et beaucoup d'entre eux exécutés pour avoir eu un certain type d'affiliation avec le régime du Shah. Alors, tu sais ce que l'ayatollah Khomeini a fait? Il a pensé comme ça. Cette force, cette armée, elle n'est pas digne de confiance. D'abord, elle est déjà affaiblie. Ensuite, on a attrapé pas mal de sympathisants du Shah. Mais si on en a attrapé, il doit y en avoir d'autres qu'on n'a pas attrapés. Alors, j'ai besoin d'une armée qui me soit fidèle à moi-même, une armée qui soit fidèle aux religieux. Pour cela, l'ayatollah Khomeini a donc créé la garde révolutionnaire islamique d'Iran. Il a créé en 1980 la garde révolutionnaire, qui serait une sorte d'armée politique. Une armée 100% dévouée et fidèle à la cause chiite, à la cause des clercs musulmans à l'intérieur de l'Iran, comprenait donc la nouvelle garde révolutionnaire. Elle compterait même sur un immense effectif de miliciens populaires appelés Basij. Donc cette milice a été une milice créée dans les premiers jours de la guerre Iran-Irak. Parce que Saddam Hussein, il a profité de ce chaos. Regarde le parallèle, mec, avec Hitler profitant du chaos de la purge de l'armée rouge que Staline a réalisé pour envahir l'Union soviétique. En 1941, Saddam Hussein a profité du chaos que Khomeini a provoqué dans les forces armées iraniennes pour envahir l'Iran en 1980. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'armée, qui possédait un arsenal envié par de nombreuses nations du monde, s'est retrouvée juste après la Révolution sous de lourdes sanctions internationales imposées par presque tous les pays du globe. Parce que, comme je l'ai déjà dit, Khomeini a déclaré la guerre aux États-Unis, a déclaré la guerre à l'Union soviétique. Quand je dis guerre, c'est une guerre d'idées, n'est-ce pas? Il l'a déclaré. Ainsi, les deux étarquent de grands Satan. Donc en gros, le monde entier a fermé ses portes à l'Iran, et donc les Iraniens, ils ont utilisé pendant les premiers mois de la guerre des équipements dont ils n'avaient plus de pièces de rechange, dont les arsenaux s'épuisaient et qu'ils ne pouvaient pas remplacer. Donc, dès le début de la guerre Iran-Irak, les forces armées iraniennes, l'armée qu'on appelait maintenant Artesh, n'est-ce pas, l'armée, elle a traversé une période de précarisation très soudaine. Donc de nombreux efforts ont été faits pour nationaliser les pièces, nationaliser les équipements, en improvisant, en réparant les problèmes des véhicules, n'est-ce pas, des armes, et aussi pour remplacer les armements, n'est-ce pas, reconstituer les arsenaux. La Basis, comme je l'ai dit, a été créée dans les premiers jours de la guerre, et elle a servi de renfort, d'effort pour l'armée. Parce que l'armée était encore petite et désorganisée, n'est-ce pas? Donc la Basis a grossi les forces armées iraniennes très rapidement, avec des gens presque sans aucune formation militaire, et utilisés essentiellement comme de la chair à canon. D'accord? Dans les fameuses vagues humaines, dans les fameuses attaques de vagues humaines, c'est quoi une vague humaine? Tu mets un tas de gens à courir, tu vois, en parallèle, comme ça, contre une position, une ligne de défense irakienne, tu vois, avec des mitrailleuses, des mortiers, enfin, des fusils, tout ça, des champs de mines. Et tu veux gagner par la force du nombre. Et même si tu tues la première vague, il y a une deuxième vague qui va te submerger, simplement par l'abondance de cibles, saturant le feu des mitrailleuses. Imagine cette scène, imagine en être témoin. Mais c'est ce que l'Iran a fait pendant les premières années de la guerre, n'est-ce pas? Basij a simplement été utilisé comme un sacrifice humain pour tenir les lignes iraniennes. Au début de la guerre, n'est-ce pas? Mais enfin, à la fin de la guerre, les forces armées iraniennes avaient réussi à tenir le coup au combat. Beaucoup grâce à leur propre mérite, parce que l'internalisation du processus de révision de ces véhicules, la fabrication de pièces, l'achat d'arsenaux. Avec par exemple les Nord-Coréens, avec les Libyens, avec d'autres nations, a réussi à maintenir ces forces armées encore en état opérationnel, n'est-ce pas?
Il y a aussi le fait que la coordination militaire irakienne de Saddam Hussein était, pour dire le moins, vraiment très incompétente. Mais vraiment très incompétente. N'est-ce pas? Donc l'armée iranienne, l'Arteza Tesh, elle sort des années 80 comme une force complètement, comment je pourrais te dire, mec, une force complètement épuisée, mais survivante. Et qui doit trouver un chemin pour avancer, tu vois? Le chemin qu'il trouve pour avancer, c'est celui de la maintenance et du développement interne des armes. L'Iran a aujourd'hui On y arrive. De nos jours, l'Iran a tellement de fournisseurs d'armement et beaucoup de ces fournisseurs ne sont pas des contrats directs, ce sont beaucoup de contrats d'opportunité. Par exemple, lorsque la Yougoslavie s'effondre, ces différentes nations de la région des Balkans en Europe, ce sont de nouveaux pays qui sont en mesure de fournir des armes aux Iraniens à un prix élevé. À ce moment-là, les Iraniens vendent du pétrole et reçoivent des armes en échange. La Corée du Nord est un grand vendeur de matériel de guerre. La Libye l'a été pendant longtemps, jusqu'à la chute de Kadhafi. Et après cela, on a encore vu. En 2022, avec le retrait américain d'Afghanistan, une immense quantité de matériel de guerre américain a été transférée vers l'Iran, en échange de pétrole pour les Afghans. Eh bien, c'est à la frontière là-bas, l'Afghanistan n'a pas de pétrole, l'Afghanistan est très pauvre, donc il obtient du carburant à bas prix avec la pile d'armes que les Américains ont laissée derrière eux. Donc aujourd'hui, vous avez plusieurs unités de l'armée, de l'Artex, qui sont équipées de quattro de carabines américaines, de fusils et de mitrailleuses. Mais pour que vous ayez une idée, la différence est vraiment énorme entre les lots de matériel. Il y a beaucoup de divisions, beaucoup de brigades iraniennes. Utilisent encore des casques M1, ceux de la Seconde Guerre mondiale. Ils les utilisent encore aujourd'hui. Bien sûr, il y en a d'autres qui utilisent donc des casques plus modernes, des casques russes, des casques chinois, y compris des versions iraniennes de ces armements, de ces équipements. Pardon donc, vous avez de nombreux fournisseurs, le nombre de véhicules n'est pas toujours élevé pour chaque modèle. Mais ils doivent être maintenus en fonctionnement, parce qu'il n'y a tout simplement pas de possibilité d'achat en raison des sanctions. Il n'y a pas de grande possibilité d'achat à cause des sanctions. Alors les Iraniens font tout pour maintenir cet équipement fonctionnel. Et cela engendre naturellement, on peut imaginer avec un bon degré de certitude, que cela pose des problèmes d'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement de ces brigades. Ça ne doit pas être la chose la plus simple du monde, n'est-ce pas? Et donc, et si on faisait une sorte de comparaison avec cette situation-là dont on parle aujourd'hui, de l'Artèche qui doit se battre pour des fournitures, pour des prérogatives de favoritisme auprès du gouvernement avec la garde révolutionnaire, et la garde révolutionnaire a tendance à être plus favorisée que l'Artèche, d'accord? On doit inévitablement faire un parallèle avec le Troisième Reich. Ce n'est pas parce que je suis en train de dire ici qu'il existe une similarité évidente dans l'idéologie des deux systèmes, mais parce que la structure des deux systèmes est vraiment très similaire. Parce que Hitler, il avait une armée du parti, qui était la SA Sturmabteilung, qui jusqu'en 1934 était l'armée du parti. D'ailleurs, elle était même plus grande que le Heer, qui était l'armée nationale allemande, héritière de l'armée du Kaiser. Mais en 1934, Hitler a décidé, pour légitimer son régime auprès du peuple allemand, il a décidé de décapiter. Et alors, il a assassiné Ernst Röhm et le reste de la direction de la SA, puis il a placé une nouvelle direction à la tête de la SA. Un gars qui était à 100% sous son contrôle. 100% manipulable par lui, c'était Viktor Lutz. Mais regarde, en quelques années, la situation allait encore changer.
L'émergence de la Seconde Guerre mondiale en 1939 a fait que la SS de Heinrich Himmler, qui était à l'origine une annexe de la SA et qui, après 1934, est devenue plus importante que la SA, est devenue bien plus importante que la SA sur le plan politique. Elle a enflé, mec. Elle s'est hypertrophiée sous la forme d'une nouvelle armée du parti. Cette nouvelle armée du parti, beaucoup de gens l'ont déjà deviné. La Waffen-SS, la SS-Armée, était une nouvelle armée parallèle à l'armée allemande, n'est-ce pas? Sauf que cette armée, elle avait toute sa fidélité liée, non pas à l'Allemagne, mais au parti nazi, à Adolf Hitler, même si l'armée prêtait aussi serment de fidélité à Hitler. Mais historiquement, cette armée est une armée de l'Allemagne, pas du parti. La Waffen-SS était une armée du parti. Tu comprends? Vous avez compris le parallèle que j'essaie de tracer. Les deux régimes, tout comme l'Iran et la garde révolutionnaire, s'appuient beaucoup sur la basige, la milice. Ce que l'Allemagne nazie a fait, elle aussi, s'appuyait sur des milices. La Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne, était une préparation militaire. Elle est devenue une grande préparation militaire, surtout après le début de la guerre en 1939. Elle est devenue une grande préparation militaire pour le service militaire. Donc c'était une milice de jeunes qui recevaient une formation militaire initiale. Et pour utiliser les hommes d'un âge plus avancé, une autre milice a été créée, appelée Volkssturm, qui était composée d'hommes de plus de 55 ans, qui ont été appelés de chez eux pour combattre les soviétiques et les alliés occidentaux. Vous avez remarqué que les deux systèmes ont des similitudes. Mais maintenant, je veux introduire un aspect auquel vous n'avez peut-être pas encore pensé et qui peut nous éclairer sur certaines choses du présent. D'accord? Tu te souviens? En 1945, l'Allemagne a été vaincue, n'est-ce pas? Elle a été vaincue. Et alors, il y a eu tout le processus d'occupation du territoire allemand et de dénazification de l'Allemagne, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le nazisme, dans toutes ses instances, a été banni de la vie en Allemagne, de la société, de la civilisation allemande. Le nazisme a été interdit, l'idéologie a été interdite. Il faut quand même reconstruire l'Allemagne, non? Tout comme nous l'avons vu être reconstruite, l'Allemagne de l'Ouest a dû être reconstruite, et pas seulement l'Ouest, mais aussi l'Est, n'est-ce pas? Qui allait reconstruire les forces armées de l'Allemagne, hein? Qui allait reconstruire ce nouveau pays, les propres généraux des forces armées de l'Allemagne d'Hitler? Vous avez regardé Reinhard Gehlen, chef du renseignement de l'Allemagne de l'Ouest. Hans Speidel, qui avait été chef d'état-major de Rommel, atteint le poste le plus élevé de l'armée de l'Allemagne de l'Ouest. Adolf Heusinger, qui avait servi avec Hitler au HKW Babo, au quartier général conjoint des forces armées pendant la guerre, est nommé chef de l'OTAN. Tu comprends? Alors ces types ont été utilisés, ils ont été placés à des postes de transition pour construire un pont entre le passé et le présent. Faire une transition en douceur de l'Allemagne, en guerre vers une Allemagne d'après-guerre, tu comprends? Et c'est de là que vient ma comparaison que je fais avec la situation actuelle. Si Trump épargne des cibles de l'armée et frappe fort sur la garde nationale, et en même temps le système judiciaire de la République islamique ainsi que les forces de police de la République islamique. Il se peut qu'il veuille faire passer un message à Artex. Vous devez être l'élément, celui de transition. Vous savez pourquoi? Parce que les États-Unis aussi ont déjà vécu des expériences extrêmement négatives avec la destruction complète et totale du pays. L'Irak, par exemple, une destruction complète et totale a abouti à un désastre. La Libye, une destruction complète et totale a abouti à un désastre. Donc épargner une institution avec une longue histoire qui remonte même avant l'instauration de la République islamique. Ça peut être une issue que la Maison-Blanche attend. N'est-ce pas? Ça peut l'être. Je ne dis pas que c'est le cas, je n'ai accès à rien, je suppose simplement que ça peut l'être. Pourquoi?
Parce que la presse elle-même donne déjà des signes de cela, la presse spécialisée donne déjà des signes de cela, et nous voyons aussi, selon les rapports de la presse elle-même, que les salaires d'Artex ont déjà été retardés 3 fois cette année. Il se passe de façon rationnelle des ajustements très drastiques au sein des forces armées commandirantes, parce qu'il n'y a pas de ravitaillement pour tout le monde, n'est-ce pas? Et la garde révolutionnaire est priorisée à tous les niveaux, fondamentalement. On voit des fournitures alimentaires et des fournitures médicales aller à la garde révolutionnaire, retirer des stocks de l'Artex. Et on voit aussi, il était rapporté, que la garde révolutionnaire refuse d'utiliser ses moyens pour transporter les blessés. Des personnes qui ont besoin de soins de l'Artex, des militaires de l'Artex, et cela provoque un grand nombre de désertions au sein de l'Artex. D'accord ? Tout ça, je te dis ça parce que la presse l'a signalé et il semble que c'est vraiment en train de se passer. Et puis vient une autre provocation que j'aimerais te faire. Alors, ne serions-nous pas en train d'assister, une fois de plus, à un laboratoire en temps réel, un laboratoire qui va essayer de renverser un régime, ce qui pourrait peut-être tenter d'annuler la nécessité d'une invasion terrestre. En fomentant une crise interne, en fomentant une révolte interne de l'armée pour renverser une seconde armée, une armée nationale, qui renverse une armée politique. Est-ce cela que nous allons voir ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et mettez-nous un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je m'arrête ici, je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous envoie une accolade de la salle de guerre.